Hello everyone. I hope everyone is fine. Je vais m'arrêter là pour l'anglais, c'est juste pour prouver qu'on revient bien de la Silicon Valley et que c'est pas un mensonge. Bon, c'est bien, on va tous pouvoir se connaître par son prénom, donc ça va être pratique. Ce qu'on voulait vous faire aujourd'hui un petit peu, c'est un retour d'expérience de ce qu'on a vu un peu dans la Silicon Valley. L'idée, c'est vraiment de le faire un peu en mode témoignage. Donc c'est de répondre aussi à vos questions éventuellement que vous auriez sur qu'est-ce qui se passe dans la Silicon Valley. Est-ce que c'est vraiment un endroit si spécial que ça en termes d'innovation? Quelles sont les tendances aussi qu'on peut y observer en fonction éventuellement de vos business ou de vos travaux ou des questions plus de curiosité que vous pouvez avoir. Voilà, et donc moi je m'appelle Adrien, puis ça fait 8 ans que je travaille au sein du Crédit Agricole dans des métiers extrêmement bancaires. Et moi c'est Goulvin, ça fait 4 ans que je suis au Crédit Agricole, côté IT au service de nos caisses régionales. Alors peut-être juste très rapidement pourquoi on est parti, parce que c'est assez intéressant en termes de business. Donc Crédit Agricole quand même un groupe principalement européen, mais qui a quand même pas mal de filiales à l'international. L'idée c'est de se dire il y a énormément de choses qui se passent dans la Silicon Valley. Et il y a souvent un décalage entre ce qui se passe là-bas et ce qui arrive chez nous. Mais néanmoins, malgré ce décalage-là, ce qui se passe là-bas nous impacte énormément. Et qui dit nous impacte nos clients. Et pour nous, c'est extrêmement important de savoir demain comment nos clients vont interagir, comment on va interagir avec eux et comment on peut faciliter à la fois des clients particuliers, des clients professionnels, des petites entreprises, des grandes entreprises. Et donc l'idée qu'on s'est dit, plutôt que d'attendre que ces innovations arrivent chez nous et de s'adapter à une fois qu'elles sont déjà bien construites, allons les chercher à la source et voyons comment nous, avec ces innovations-là, on peut aider nos clients, à la fois nos gros clients corporate, mais également nos clients dans la région, et notamment pour le coup aujourd'hui dans la région Lorraine, avec le Crédit Agricole Lorraine. Et du coup, pour ce faire, on a monté une petite équipe. Donc, en tout, on était 4-5, divisés entre la France et San Francisco. Et à San Francisco, on avait donc Adrien qui a un profil business, qui connaît très bien le monde bancaire, les métiers bancaires, mais aussi très bien nos clients, nos différents clients, comme il l'a dit, et moi plutôt côté IT pour essayer de comprendre comment les entreprises là-bas font pour appliquer des process similaires entre les startups et les grosses entreprises en termes d'architecture, de compatibilité entre les systèmes, et de voir qu'est-ce qui était reproductif chez nous et si on était à la ramasse ou si au final on s'en sortait plutôt pas mal. Donc c'est des questions qui nous ont permis d'aborder à la fois les banques américaines avec une double vue, une double vision business et tech, donc les grosses banques américaines, mais aussi les petites startups qu'on a pu rencontrer là-bas. Alors pourquoi juste la Silicon Valley? Pour vous donner une idée un petit peu, si on regarde le monde 2018, pour vous ayez quelques chiffres en tête, on aime bien quand même les chiffres, le montant de capital risque investi dans des startups en 2018, on va faire très simple, on va dire que c'est 200 milliards dans le monde. Sur ces 200 milliards, vous divisez par deux, vous arrivez à 100 milliards. 100 milliards, c'est les États-Unis. Donc on comprend déjà l'importance des États-Unis en termes d'investissement dans la création et l'innovation. Et vous divisez ce montant de 100 milliards par deux, et vous avez la Silicon Valley. Donc la Silicon Valley, petit territoire au regard du monde, concentre un quart des investissements en termes de montant mondial, et ça explique déjà de manière très importante pourquoi il y a autant de choses qui se créent là-bas. Alors, on va essayer d'éviter de parler de banque, enfin, sauf si vous avez des questions spécifiques, mais je pense que ce n'est pas le but. En ayant regardé ce qui se passe dans le milieu financier, en fait, on a été beaucoup plus large, on a rencontré des entreprises qui n'avaient rien à voir avec la finance, et donc c'est un peu ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. Il y a énormément de tendances qu'on a observées. On a noté 6 qu'on souhaitait partager avec vous, mais ça peut être complètement d'autres en fonction des questions que vous pouvez avoir. On voulait vous faire un petit peu d'histoire sur la Silicon Valley, que je sais qu'il est tard, on est à la fin de la conférence, que vous repartiez avec une histoire à raconter lors de votre dîner ou ce soir quand vous serez au cocktail. On voulait parler un peu aussi concret de ce qui est en train de se passer en termes de méthodes de pensée, en termes de nouveaux usages, de nouvelles technologies. Donc on en a listé quelques-unes, mais si vous voulez aussi qu'on parle d'IA, de blockchain, d'architecture, d'APIisation, de microservices, etc., de DevSecOps, n'hésitez pas, on peut aussi normalement y répondre. Est-ce que vous avez des questions déjà avant qu'on enchaîne ou... Ok. Alors, il faut savoir que les utilisateurs américains sont multibancarisés, ils ont au minimum 2 banques. Alors le système bancaire là-bas facilite aussi beaucoup les choses, hein. Les cartes bancaires poussent un peu à la consommation, donc forcément ils ont au minimum 2 banques, et ils utilisent leur banque majoritairement via l'application mobile.
Donc le site web, c'est old school maintenant. L'application mobile, c'est leur seul outil qu'ils connaissent. Donc elles sont très complètes, sauf pour les néobanques comme chez nous qui sont quand même un peu plus ciblées, quoi. De manière générale, ce qui est intéressant aux États-Unis, si vous avez des entreprises d'ailleurs dans le numérique, c'est que là-bas, ils utilisent le numérique de manière beaucoup plus massive que chez nous. C'est pour ça que c'est un pays qui est intéressant de regarder, parce que leurs comportements peuvent nous dire ce que vont être nos comportements de demain de manière extrêmement massive. Le deuxième point, c'est qu'il y a une très forte concurrence. Je ne vais pas le détailler, mais c'est vrai pour la banque, c'est vrai pour tous les milieux. Ils sont tout le temps soumis à la concurrence. Il y a très peu de marchés de monopolisation. On pourra parler des GAFAM, c'est un petit peu particulier. Mais ils sont tout le temps soumis à une concurrence très forte. Et c'est pour ça qu'on a un peu aussi une course à l'innovation et une course aux idées et aux nouveaux business. Le troisième point, c'est qu'on est dans un cadre légal qui est très différent. Là-bas, c'est j'essaye d'abord, puis je verrai si je me fais retoquer après. Et donc souvent la régulation arrive après, ce qui explique pourquoi ils sont beaucoup plus enclins à essayer. Là où dans un cadre européen, je ne dis pas que c'est bien, hein, c'est une manière de faire, dans un cadre européen, souvent on va d'abord se poser la question quand même de quelles sont les règles qui régissent le business dans lequel je suis et qu'est-ce que je peux faire dans le cadre de ces règles. Là-bas c'est une mentalité un petit peu différente. Et puis les capitaux, on en a déjà parlé sur la partie un peu des particularités. Mais du coup, ils essayent des nouvelles idées et ensuite, ils vont pousser le régulateur pour créer la loi qui va encadrer cette nouvelle idée pour que ça leur convienne au maximum, quoi. Merci le lobbying. Voilà. Alors juste peut-être, je ne sais pas si ça vous... On ne va pas forcément tous les détailler, mais pour créer une culture d'innovation, il y a quand même 7 ingrédients qui sont connus. Ça a été théorisé par Andreessen Horowitz, hein, qui est l'un des plus grands fonds d'investissement aux États-Unis. Ce n'est pas Goulevin ni moi qui l'avons théorisé. Ce qui est intéressant dans ces 7-là, c'est on voit comment créer une culture d'innovation. La première chose qu'il faut comprendre dans la Silicon Valley, c'est la partie du temps. Il y a plein de mythes un petit peu sur pourquoi la Silicon Valley est la Silicon Valley. Une petite histoire, moi, que j'aime bien personnellement, c'est un petit peu la création de la Silicon Valley. Elle s'est notamment fait, alors il y a HP qui est arrivé, je crois, en 1939-1940, et puis qui a un peu amené ce côté numérique, informatique. Et puis surtout, il y a cet homme-là, William Shockley. C'était un ingénieur de génie, donc à la base c'est un inventeur, un ingénieur de génie qui était au New Jersey, qui travaillait dans le semi-conducteur, qui en a eu assez, qui a traversé les États-Unis, qui s'est retrouvé à Mountain View et qui a créé son entreprise qui s'appelait Shockley, je crois, Semi-Conducteur. Un ingénieur de génie, mais un boss horrible. Donc il a monté une équipe, son équipe n'a pas tenu plus d'1 an, mais ils ont quand même travaillé pendant 1 an avec lui, c'est 8 personnes, 8 ingénieurs qui sont partis, qui ont monté leur propre boîte en 1957. Shockley Semi-Conducteur a fait faillite, Fairchild Semi-Conducteur, qui est l'entreprise montée par ces 8 ingénieurs, a gagné énormément d'argent. Parmi ces ingénieurs, ils ont formé de nouveaux ingénieurs. Parmi ces nouveaux ingénieurs, c'est eux qui ont créé PayPal. Et PayPal, ensuite, avec le succès qu'on connaît, a donné la PayPal Mafia. Ce qui est intéressant un petit peu donc PayPal Mafia, c'est LinkedIn, c'est Tesla, c'est YouTube, etc. Ce qui est marrant, c'est de voir comment on peut partir d'un ingénieur de génie et d'arriver à ce qu'est finalement aujourd'hui la Silicon Valley. Et souvent dans l'innovation, on met en avance la rapidité, la nouveauté, ce genre de choses. Je pense que c'est important de garder en tête que l'histoire, c'est aussi une force dans l'innovation quand on sait bien l'utiliser. Puis le réseau aussi. Parce que du coup, ce réseau, c'est le réseau hyper puissant de la Silicon Valley, quoi. Alors le deuxième élément, c'est la diversité. Je crois que c'est 37% des gens qui vivent dans la Silicon Valley ne sont pas nés aux États-Unis, 60% des ingénieurs ne sont pas américains, etc., etc. Dans un monde où on se pose beaucoup de questions sur la partie de diversité, là-bas, vous ne savez pas d'où les gens viennent. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup d'où est-ce qu'on vient, parce qu'en fait, on s'en fiche. On sait que tout le monde vient de pays différents. Et c'est une force extrêmement importante dans leur capacité à créer des modèles qui soient tout de suite mondiaux. Là-bas, ils créent une boîte. Ils vont tout de suite se dire comment est-ce que le produit que je suis en train de créer peut devenir mondial. Ils commencent avec 100 000, 200 000, 300 000 $. Mais comme ils ont des équipes qui sont capables de penser asiatique, de penser Inde, de penser européen, de penser africain, etc., ils vont tout de suite se dire il faut que ce produit, potentiellement, si ça marche, dans 5 ans, dans 10 ans, je puisse l'exporter à l'international. Troisième élément, la masse critique de start-up. Je crois que c'est plus de 5000 start-up qui se créent, qui s'effondrent. Ça c'est pareil, c'est un élément assez important. On rencontre pas mal de places dans le monde où on dit bon, la Silicon Valley c'est en train de mourir, il y a d'autres hubs qui sont en train de se créer, c'est vrai. Mais attention, parce que tant que vous n'arrivez pas à une masse de start-up
assez importante, vous aurez du mal à créer cette inertie de créativité et cette inertie d'innovation dont la masse finalement a besoin. Quatrième, c'est les big players. Alors, les big tech players sont aujourd'hui encore des big tech parce que ils sont poussés par cette masse de startups qui, tous les jours, tentent de les disrupter dans le moindre de leurs process. Donc, les Facebook, les Google, tous les jours sont obligés de réinventer la moindre parcelle de faiblesse qu'ils ont parce que sinon, le lendemain, ils sont obligés de racheter une startup. Parce que s'ils ont failli à un endroit de leur proposition de valeur, vous pouvez être sûr que le lendemain, vous avez une startup qui attaque cette proposition de valeur et qui va le faire mieux que ce big tech. L'exemple qui est flagrant, c'est Facebook qui a racheté Instagram. Parce que Facebook, sur la proposition de valeur que Facebook a menée pendant les dernières années, Instagram est venu sur ce marché-là et a fait mieux que Facebook. Et aujourd'hui, si Instagram n'avait pas été racheté, Instagram serait mieux évalué que Facebook. Donc c'est des players qui sont très importants et qui doivent se remettre en question tous les jours. Après, c'est aussi les plus attractifs en termes de rémunération, de workplace dans la vallée. Donc ils ne sont pas en rade du côté des cerveaux. Le cinquième point, c'est donc les capitaux, les VC. Ils ont une communauté de VC à San Francisco qui a du coup plusieurs dizaines d'années d'expérience. Il y a des VC qui peuvent investir quelques milliers de dollars, dizaines de milliers de dollars, comme des VC qui investissent des millions. Et du coup, cette communauté de VC, elle est ultra présente à San Francisco. Il n'y a pas une soirée où il n'y a pas d'événement permettant aux startups de faire leur pitch. Et vraiment, toutes les startups de tous les niveaux sont généralement, on trouve des pitchs à leur niveau. Et ce qui fait on va dire qu'en 2 semaines, si une startup prépare un pitch, en 2 semaines, elle a un pitch parfait. Mieux que n'importe quel pitch qui pourrait être fait ailleurs, puisqu'en 2 semaines, elle aura eu plusieurs centaines de feedbacks de VC. Et ils ont des feedbacks qui sont très incisifs, qui sont vraiment, je ne vais pas dire violent parce que c'est la réalité, mais ils savent ce qui va marcher, ils savent quel modèle business va fonctionner, donc ils le disent clairement et simplement. Et au bout de 2 semaines, les startups, elles s'améliorent tous les jours en fait. Et au bout de 2 semaines, elles ont leur pitch startup qui est parfait en fait. Ce qui est marrant, peut-être, c'est quand on est arrivé aux États-Unis, c'était le moment de la légalisation du cannabis, enfin en Californie. Et le premier pitch auquel on a assisté, je crois que la moitié des startups qui passaient, c'était comment digitaliser la vente de cannabis avec des applications. Et c'était assez marrant parce qu'ils demandaient tout de suite 1 million de dollars. On n'est pas dans les 100 000, on n'est pas 200 000. 1 million de dollars, et on avait parfois des personnes assez loufoques, on va dire, avec des idées quand même très loin sur la consommation de drogue, mais ils avaient des retours et des feedbacks extrêmement sérieux des VC qui leur expliquaient comment dans le business du cannabis ils pouvaient évoluer. Il n'y a vraiment aucune limite quant aux produits et aux services qu'ils souhaitent en tout cas. Et il n'y a pas d'a priori sur les personnes non plus. Ils écoutent tout le monde et ils donnent leur avis de manière très franche, puisque ils savent jamais. Le lendemain, cette personne-là pourrait devenir millionnaire, et le network a une puissance tellement énorme là-bas que ils sont très cordiaux et ils donnent leur avis de manière très positive et très constructive à tout le monde, puisque le lendemain ils peuvent travailler avec tout le monde. Et ouais. Culture d'innovation, je pense que tout le monde le sait, on va pas s'attarder, c'est vraiment cette culture du test and learn. L'échec là-bas, nous, premier entretien qu'on fait, bonjour, je travaille chez Crédit Agricole depuis 7 ans, et la première question c'est mais qu'est-ce qui va pas chez vous? 7 ans dans une boîte, vous êtes fou, vous devez pas être bon, parce que là-bas c'est 18 mois la rotation des entreprises. Et puis, première question dans les entretiens, c'est toujours quel est votre échec? Vous n'avez pas d'échec, vous êtes un échec. Je ne sais pas si c'est très juste, mais et c'est vraiment cette notion de vous apprenez par les fois où vous êtes tombé. Et puis le lifestyle, c'est vrai que San Francisco est une ville assez agréable, ce qui explique pourquoi elle attire aussi beaucoup de talents, puisqu'il y a quand même un niveau de vie qui est assez intéressant. Alors très rapidement, les nouvelles méthodes de pensée, et c'est là où, si vous êtes entrepreneur, que vous avez une entreprise et autres, je vous invite véritablement à essayer de vous inspirer de ce qui se fait là-bas en termes de rigueur. On a du mal souvent à classifier l'innovation, c'est quelque chose d'assez vague, avec des penseurs, des idées, on va essayer, ça ne va pas marcher. Là-bas, ils sont extrêmement rigoureux sur... à chaque fois qu'ils vont avoir une pensée, ils vont la structurer.
Alors, on ne va pas rentrer dans les modèles, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais on voulait juste vous en présenter quelques-uns que vous connaissez déjà peut-être. Déjà, là-bas, ils pensent beaucoup en horizon. C'est-à-dire que est-ce que je suis horizon 1, horizon 2, horizon 3? Pour vous donner une idée, horizon 1, c'est aujourd'hui, présent. Présent, c'est de 0 à 3 ans hein, pour là-bas. Et donc, c'est de se dire, c'est avec quoi je gagne mon argent. Et cet horizon 1, à un moment donné, va forcément se réduire. C'est un business qui va se limiter. Par exemple, je prends un exemple très concret, je sais pas, la cigarette par exemple, voilà. Et aujourd'hui, la vente de cigarettes est en train de réduire pour des raisons X ou Y. Et donc, si je suis une entreprise de cigarettes, la question qu'il faut que je me pose, c'est ça va être quoi l'horizon 2? Ça va être quoi les nouvelles cigarettes? Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre comme nouvelles cigarettes? Qui va venir disrupter, j'estime, dans 3 ans, 5 ans, et qui va devenir le nouveau business qui va remplacer les cigarettes. Ça va être l'e-cigarette, par exemple. Et donc là, voilà, ils vont se dire, comment est-ce que je peux arriver à, dans 5 ans, être prêt pour ce point de rupture que vous voyez là, un disruption point, qui va remplacer mon ancien business par ce nouveau business. Et ensuite, il y a l'horizon 3, qui est 10 ans, 15 ans. Quels vont être les usages, par exemple? Est-ce que finalement fumer sera véritablement un usage que dans 15 ans, les personnes feront? Et donc, c'est de se projeter également sur l'avenir. Et je pense que c'est important si vous, à 2 niveaux. Si vous êtes une start-up, parce que quand vous réalisez votre produit, il faut poser la question de savoir est-ce que mon produit il est pour l'horizon 1? Est-ce que mon produit il est pour l'horizon 2? Ou est-ce que mon produit il est pour l'horizon 3? Parce qu'en termes de recherche de financement, ça ne va pas être la même chose. Si vous êtes un produit niveau 2, par exemple, vous allez peut-être rechercher un niveau de financement pas très important au début pour développer votre idée, attendre que votre marché soit à maturité, pour ensuite lever un montant beaucoup plus important lorsque vous arriverez plus proche de l'horizon 2. C'est vrai par exemple de l'horizon 3. On a rencontré une start-up, ils font des lentilles de réalité augmentée. Donc c'est plus des lunettes, c'est plus des casques, c'est une lentille, on l'a vu hein, le produit. Donc eux ils sont très clairement dans l'horizon 3, mais ils ont déjà leur produit et ils ont un plan de financement parce qu'ils savent qu'ils vont le tester avec l'armée, que dans 10 ans potentiellement ce sera le moment du grand public. Et c'est important pour une entreprise existante parce que de la même manière, c'est pas parce que votre business fonctionne aujourd'hui qu'il ne peut pas être disrupté et donc il faut vous poser la question du renouvellement. Et le deuxième point, c'est aussi, une fois que vous êtes dit, bon, bah, j'ai mon concept, j'ai mon idée, comment est-ce que je la mets en œuvre? Vous connaissez pareil sûrement ces différents concepts. Alors, on aime beaucoup Schéma et Goulvin parce qu'en fait, ils caractérisent pas mal. Aujourd'hui, on parle de Lean Startup, Design Thinking, méthode agile. Il y a une espèce on mélange un peu tout. Parfois, on ne sait plus trop ce dont on a besoin. Ce modèle-là, il est particulièrement intéressant parce qu'il fait, il consolide l'ensemble. En gros, le Design Thinking, je pense que vous connaissez, c'est la phase d'idéation. Je veux savoir ce que mon client veut, je veux savoir ce que mon client a besoin et quel type de solution je peux lui donner pour véritablement répondre à ses besoins avec ces notions de divergence, je pense sans frontières, et une fois que j'ai toutes les idées, je convergence vers l'idée, la solution que je souhaite avoir. Ensuite, il y a le Lean Startup, que tu connais bien, Goulvin. Le Lean Startup, en fait, ça te permet de travailler avec le client pour lui donner une solution à son problème. Alors, une solution qui est mise en place avec un prototype. Et en fait, ça permet d'itérer très rapidement et très proche du client pour que ce soit le client qui détermine si la solution est bonne. On ne va pas partir sur un cycle de 3, 4, 5 mois, lui faire une interface qui est jolie et puis lui présenter ça en lui disant « Regarde, on a fait un joli produit ». Non, lui, il veut une réponse à son problème et donc c'est lui qui va déterminer quand son problème il est prêt, il est résolu et après on va lui rendre son produit joli. Mais du coup, le Lean Startup, c'est vraiment des séances de 1 à 2 semaines où on va voir le client potentiellement toutes les semaines, voire moins. S'il est dans l'équipe, c'est encore mieux. Et ensuite, une fois que le problème est résolu, on passe dans une phase un petit peu plus de maintenance ou d'évolution plus classique qu'on va pouvoir appliquer en mode agile où le client il est un peu moins proche, mais on a un représentant du client généralement. Et la solution agile, c'est vraiment de responsabiliser les équipes, de leur donner de l'autonomie. Et ça commence à arriver quand même dans pas mal d'entreprises maintenant, quoi. Et le conseil qu'on donne souvent, c'est essayer d'utiliser le bon outil en fonction de là où vous êtes. Souvent, tout le monde aujourd'hui parle d'agilité, etc. Non, l'agilité, c'est pas pour tout le monde. Ça dépend de où en est votre produit, où en est votre entreprise. Et c'est là où regarder la littérature un peu qui vient de la Silicon Valley est souvent intéressante parce qu'ils l'ont expérimenté. Et ce qui est un point notable aussi qu'on a pu rencontrer dans les startups et même dans les grands groupes,
c'est qu'ils ont essayé d'adopter des méthodes de travail et des architectures techniques, des infrastructures techniques au plus proche du fonctionnement de leur équipe. Parce qu'une méthode agile, c'est très bien, ça responsabilise les gens, ça leur donne de l'autonomie, mais si ça reste à la dimension de l'équipe et que derrière vos infrastructures, vos process IT ne suivent pas, vous allez vous retrouver avec des goulots d'étranglement, puisque vous allez avoir des équipes qui vont pouvoir produire plus vite, qui vont être, bon, on va dire, un peu plus autonomes et plus heureuses. Elles vont livrer leurs produits et il y aura un goulot d'étranglement puisque derrière la plateforme qu'on peut appeler maintenant DevOps va pas suivre en fait. Les équipes qui sont censées mettre en production, assembler les produits n'auront pas en fait les technologies nécessaires pour suivre la cadence des équipes qui sont maintenant en mode agile. Alors, ce qui se passait dans le passé et encore maintenant dans pas mal d'entreprises, c'est de faire des produits avec une architecture monolithique, c'est-à-dire qu'on va agréger tous les composants dans une seule et même architecture qui va être livrée en production. Il y a une équipe centrale qui se charge de cette agrégation du produit final. Mais c'est une équipe centrale qui doit coordonner toutes les autres équipes qui sont, elles, en mode agile et qui, du coup, va forcément devoir faire des retours arrière sur un seul et même produit s'il y a un problème. S'il y a un bug, on doit arrêter le produit. Et ça, c'est pas bon dans la Silicon Valley et dans les startups aujourd'hui, parce que les startups aujourd'hui, si on arrête leur produit pendant une journée, c'est des centaines de milliers de dollars qui partent en fumée pour la startup et potentiellement pour le client. Et donc aujourd'hui, les startups, elles partent sur des technologies qui sont majoritairement des technologies du cloud. Je pense que 80 à 90% des produits qui sont créés aujourd'hui dans la Silicon Valley sont dans le cloud, sont offerts sous forme de SaaS et sont décomposés, on va dire en composants, mais en sous-produits qui sont autonomes et qui collent avec chaque équipe. Une équipe va produire un sous-produit et ce sous-produit va être monitoré à la dimension du sous-produit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monitorer la consommation de ce produit, on va pouvoir livrer en autonomie ce sous-produit, pardon. Et du coup, on va pouvoir challenger toutes les équipes sur des aspects de SLA, de coûts, de maintenance. On va pouvoir challenger les équipes aussi sur une haute disponibilité de leurs produits. Et vu que les équipes sont en mode agile, elles sont toutes clientes d'une autre équipe dans l'entreprise. Donc elles bossent toutes ensemble, mais au final, elles sont toutes en architecture APIisée, on va dire, microservices, toutes autonomes. Et du coup, les branchements se font de manière très facile. Et ça marche très bien aussi avec les grosses entreprises, parce que le problème, c'est souvent comment est-ce qu'une entreprise, même comment est-ce que le Crédit Agricole travaille avec les startups. On se pose toujours ces questions-là assez régulièrement dans tous les salons, dans les villages BICA qu'on a. Comment est-ce qu'on travaille avec les startups ? Les startups, là-bas, elles font des produits avec des composants et des sous-composants, puisqu'elles veulent pouvoir arriver chez le client, leur dire, moi j'ai une offre qui va vous permettre de résoudre tous vos produits dans l'entreprise, sauf que le client il dit, ah oui, mais bon, moi j'ai déjà une solution de paie, j'ai déjà un gestionnaire de paie, j'ai déjà un gestionnaire RH, j'ai pas besoin de votre produit qui coûte très cher. Ben, la startup va dire, bon, bah, moi je vous vends que le composant A. Je m'intègre et j'entre chez le client avec mon composant A. Et j'en profite à droite pour lui faire une démonstration de mon composant B, mon composant C. Vu que tout est indépendant, la startup va pouvoir vendre indépendamment aussi ses produits. Beaucoup de techniques, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Mais ce qu'on cherche aussi à dire, c'est que le numérique, c'est pas que de la pensée, quoi. Il y a quand même derrière une partie informatique qui est extrêmement importante et qu'on oublie parfois quand on fait de la stratégie. Puis les techs oublient souvent le business. C'est vrai. Alors, on a une tendance qu'on voulait partager avec vous, je pense que vous voyez aujourd'hui, qui est extrêmement importante et en fait qui nous concerne tous, grosses entreprises, petites entreprises. C'est un petit peu le développement des économies de plateforme. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est une tendance de fond qui est extrêmement importante aux États-Unis, qui est popularisée par des acteurs comme Uber, Airbnb, Amazon. En gros, l'idée, c'est très simple, c'est de se dire que plutôt, on était dans une logique qui était très produit. Un problème, un produit, un problème B, un produit B, un problème C, un produit C. Et souvent vers des acteurs différents. Aujourd'hui, il y a une autre pensée, et à chaque fois, on facture le produit qui répond au problème. Là-bas, ils sont en train de repenser à vraiment une autre manière de faire, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que finalement, on n'élargirait pas notre gamme de produits et on proposerait aux clients des parcours dans lesquels, à chaque fois, on répondrait à leurs besoins.
L'un des exemples, par exemple, qui est très clair, très parlant, c'est Uber. Uber, aujourd'hui, dans votre application, vous avez le taxi. Donc, ils ont résolu le problème de chercher le taxi, trouver le taxi, payer le taxi. Mais vous pouvez vous déplacer à vélo. Donc, maintenant, vous avez des vélos. Maintenant, vous avez des trottinettes. Et on paye encore à chaque fois au service. Il faut savoir qu'ils sont en train d'expérimenter dans la Silicon Valley un abonnement. C'est-à-dire que vous paierez maintenant 10 $, 15 $ par mois, et vous pourrez utiliser le vélo que vous voulez, ou de choisir la trottinette, ou de choisir le taxi. Bon, ils viennent de se faire racoler hier par le Sénat américain, je ne sais pas si vous savez, mais qui leur a dit maintenant les VTC ne sont pas assez bien payés, il va falloir leur mettre un cadre légal. Donc il y a des vraies problématiques dans cette économie de plateforme sur le modèle économique. Pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Parce qu'en fait, ça remet pas mal en cause aussi nos métiers. Je prends l'exemple du métier bancaire. Nous, on est des acteurs de financement. Je prends l'exemple ici de la partie immobilière. Donc nous, on intervient dans le parcours client, dans votre parcours. Vous allez acheter une maison, vous avez plein de problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Et aujourd'hui, par exemple, une banque, elle intervient au moment de votre financement. Donc vous allez voir, je ne sais pas, Sologer, un agent immobilier pour trouver la maison. Vous avez votre banque pour aller voir le financement. Vous allez voir votre notaire une fois que vous avez trouvé la maison, etc. Il y a des plateformes immobilières qui sont en train de se monter. Notamment aux États-Unis, pour dire mais pourquoi on ne ferait pas tout? Le client, il vient chez nous et on va lui offrir tous les services. On va faire l'agent immobilier, on va faire la banque, on va faire le notaire, le déménagement, on va faire les travaux, etc., etc. C'est un impact qui est très fort et c'est nous quelque chose qu'on regarde beaucoup au Crédit Agricole parce que c'est une remise en cause un peu de notre modèle économique. Et ça vient aussi grignoter des modèles économiques. Et c'est un peu le risque. C'est vraiment une logique dans laquelle les GAFAM sont, de se dire je vais essayer de casser la chaîne de valeur, enfin en tout cas de prendre de la valeur sur l'ensemble de la chaîne dont mon client a besoin. Je mets un gros bémol, hein. C'est une tendance de fond qui est très importante. Il faut savoir qu'aux États-Unis, 75% des ménages américains sont abonnés à Amazon Prime. C'est absolument énorme en termes de commandes. Il y a quand même une vraie question qui demeure, c'est la viabilité du modèle économique. Aujourd'hui, aucune de ces plateformes, y compris Amazon sur la partie achat, n'est rentable. Donc à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas en train de promettre aux clients quelque chose qui finalement, d'un point de vue économique, n'est sociétalement pas viable? Donc ça, voilà, c'est quelque chose que nous, on regarde parce que c'est quand même une observation assez importante et une tendance assez importante et qui est en train de s'étendre au logement, à l'éducation aussi, à la santé. Voiture, à l'achat de voiture. À l'achat de voiture, donc ça arrive vraiment partout. Pour vous donner encore un petit chiffre, au premier trimestre 2019, il y a $1 milliard qui ont été investis dans 3 plateformes immobilières aux États-Unis. Donc l'argent qui est mis est quand même pas ridicule. Digitalisation des parcours, ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, nous, Crédit Agricole, le but c'est encore une fois de servir nos clients et de simplifier la vie de nos clients. Je vais prendre l'exemple typiquement d'un petit business, d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise qui a 5 personnes par exemple. Il n'a pas forcément le temps de s'occuper à la fois du business, mais également de la comptabilité, des aspects administratifs, de trouver de la construction, de la logistique, si par exemple il a un produit, etc. Et donc nous, ce qu'on essaie de voir, c'est quelles sont les méthodes et les usages au travers du numérique qui peuvent nous permettre de proposer des offres à nos clients qui leur simplifient la vie. Donc c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Aux États-Unis, il y a énormément de choses qui se font sur la digitalisation des parcours pour les PME, TPE. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on voulait mettre en avant cet exemple-là, Chase, donc qui est la première banque de détail aux États-Unis, fait de plus en plus de partenariats avec des startups. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi une stratégie de se dire, voilà, je suis gros, j'ai énormément de sujets à traiter, je ne pourrais peut-être pas développer en interne avec une rapidité importante ce que j'ai envie de faire pour mes clients. Et donc, je vais aller chercher des startups spécialisées sur un certain nombre de services et on va travailler ensemble pour pouvoir développer avec ces startups-là des produits qui servent les clients. Et on va associer nos 2 marques, puisque finalement, à la fin, c'est gagnant à la fois pour le partenariat qu'on a pu mettre en place avec une startup et également pour le client qui, derrière, a un parcours beaucoup plus simple. Et ça change aussi tout le business model de certaines startups qui ont beaucoup moins de marketing à faire sur leur marque puisqu'elles se projettent sur le marché grâce à Chase là, qui a déjà une rayonnance suffisante, quoi. Bon, c'était un peu 6 tendances, 6 exemples qu'on voulait vous donner. On en a d'autres si vous souhaitez sur lesquels on peut discuter. Je ne sais pas si vous avez des questions vu qu'on est aussi sur un modèle un peu de témoignage ou d'autres. Oui.
En fait, moi, j'aimerais bien savoir, quel était votre quotidien, en fait, quelles étaient vos missions finalement, parce que de ce que j'ai compris, vous avez été injecté là-bas par un partenariat entre Capgemini et Crédit Agricole. Mais du coup, vous travaillez pour Capgemini là-bas. Comment ça se passait en fait? On travaille pour Crédit Agricole. Donc en fait, Crédit Agricole n'a pas de localisation de bureau physique à San Francisco. Donc en fait, on était dans les bureaux de Capgemini, qui nous a mis à disposition, je dirais, des consultants. Il faut voir que venir du modèle français et débarquer dans la Silicon Valley, c'est quand même un choc culturel, économique, etc., qui est quand même très important. Donc si vous êtes livré à vous-même, c'est assez compliqué. Donc Capgemini était en soutien. Et en gros, notre quotidien, nous, c'était assez simple, c'est-à-dire qu'on prenait des commandes de nos marchés du Crédit Agricole. Donc par exemple, on allait voir le marché des professionnels, des entreprises, des particuliers, pour dire voilà, quels sont vos problèmes que vous avez aujourd'hui. On prenait commande et ensuite on allait rencontrer des acteurs aux États-Unis pour voir s'il n'y avait pas des solutions auxquelles on n'a pas pensé ou qui n'existent pas sur le marché français, mais qui existent là-bas et qu'on pourrait utiliser pour finalement proposer à nos clients des offres qui leur servent. Et donc concrètement, on rencontrait à peu près 3 types d'acteurs. On rencontrait soit des fonds d'investissement qui nous ouvraient la porte de leur portefeuille de start-up, soit on rencontrait directement des start-up qui nous proposaient des solutions, soit on rencontrait des grosses entreprises, d'autres banques ou d'autres assureurs, pour voir eux quel était le type de solution qu'ils avaient développé, parce qu'on n'est pas en concurrence vu qu'ils ne sont pas sur le marché français. Et après, donc, on rendait acte et on partageait nos études et nos contacts avec nos marchés en France. Est-ce que vous avez un vrai exemple d'intégration ou ça reste encore confidentiel? On a des choses en cours, donc je ne voudrais pas dire parce que c'est du test and learn. Donc il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. Mais concrètement, oui, par exemple, en termes typiquement de réseau, vous savez qu'on a un réseau le Village by CA qui est un réseau de start-up, un incubateur français. On l'a mis en contact, par exemple, avec le plus gros réseau FinTech des États-Unis. Et donc, on a des start-up du Village by CA, donc extérieur au Crédit Agricole, qu'on a invité à la grande conférence FinTech à New York et qu'on a fait rencontrer à ces start-up des fonds d'investissement pour lever des fonds. On a des discussions, bon, cet exemple n'est pas anodin, notamment sur comment est-ce qu'on peut digitaliser. Donc, il y a des contacts qui sont en train d'être levés avec des start-up américaines. Sur le sujet notamment, comment est-ce qu'on peut aider les PME, les TPE du tissu français à faciliter leur quotidien. Et on a d'autres sujets aussi un petit peu sur le marché des particuliers qu'on est en train de regarder. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Est-ce que vous avez observé un petit peu le marché du courtage vis-à-vis des banques, on a un phénomène de courtage très important aujourd'hui en France sur le crédit immobilier. Est-ce qu'on a le même aux États-Unis? Est-ce qu'il existe aussi sur d'autres services bancaires ou même d'autres services non bancaires? Est-ce que ça a la même ampleur que ça prend en France, quel que soit le secteur en fait? Alors, le courtage est un peu moins important parce qu'en fait, ils ont une autre manière de faire l'immobilier. Là-bas, en fait, ils personnalisent. Si je cherche une maison, en fait, je ne vais pas forcément aller, par exemple, chez Crédit Agricole. Je vais chercher des conseillers immobiliers du Crédit Agricole qui sont spécialisés. Et ce qu'ils ont fait là-bas, c'est qu'en fait, ils passent beaucoup par des plateformes type seloger.com, qui vont les mettre en relation avec des conseillers des banques. Et ces conseillers des banques sont notés. En fait, ils ont leur propre page. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas le Crédit Agricole qui vous finance, c'est Madame X ou Monsieur Y du Crédit Agricole qui va monter votre dossier de financement. Ils vont assez loin d'ailleurs dans l'accompagnement. Et ils sont un peu sur le modèle des notations Uber, c'est-à-dire que vous avez la page des conseillers sur l'ensemble des plateformes immobilières digitales qui va être notée. Et donc, vous allez plus que voir et être lié à une banque, vous allez être lié à une personne. Et ça, c'est assez vrai dans la partie du financement. Du coup, c'est pas le même modèle que le modèle de courtage où je vais aller sur meilleur taux ou ce genre de choses. Là-bas, c'est vraiment finalement la personne qui va vous rechercher le meilleur financement ou en tout cas le meilleur process que vous pouvez avoir pour l'achat de la maison. Par exemple, typiquement, c'est un usage qui est très différent là où nous, on va aller voir une banque, quoi. Bien évidemment un conseiller, mais on ne va pas aller sur un site internet où j'aurai 2000 conseillers à San Francisco et je vais choisir en fonction de sa note qui est-ce que je souhaite avoir comme conseiller pour la partie financement. Et vous, d'autres questions? Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup en tout cas pour ces retours d'expérience.